rapport d'activité de l'Inspection générale des finances de 2013, dans lequel le nom de François Asselineau. Et alors là, il faut lire le rapport, donc je reviens au rapport d'activité de l'Inspection générale des finances de 2013, dans lequel le nom de François Asselineau figure, évidemment, puisqu'il en est membre. Il en est l'un des 44 membres de l'Inspection générale des finances. Alors, qu'est-ce que l'IGF? Bon, on nous apprend que, mais ça je passe vite, c'est une mission générale de contrôle, d'audit, d'études, de conseil, d'évaluation en matière administrative. En gros, ce sont des fonctionnaires qui sont payés très très cher pour déterminer la politique économique de la France. Alors, mais plus intéressant, on lit un peu plus bas, qu'en 2013, l'IGF a ainsi participé à plusieurs missions de renforcement des capacités ministérielles institutionnelles d'État, en développement, en partenariat avec la Banque mondiale. Donc là, déjà, on est au cœur du nouvel ordre mondial que Asselineau dénonce toutes ces conférences. Mais alors, comment est-ce qu'il peut rester membre, un des 44 plus éminents membres d'une institution, qui développe un partenariat avec la Banque mondiale? Ça ne le dérange pas, ça, François Asselineau? Ainsi que des missions d'assistance à la Grèce, là c'est presque comique, dans le cadre de sa participation à la task force mise en place par la Troïka. Je ne l'invente même pas. Téléchargez ce rapport, c'est gratuit. Tapez rapport d'activité, etc. Je vous lis ce qui est écrit, noir sur blanc. Alors, je finis donc ma phrase parce qu'elle est vraiment drôle. Ainsi que des missions d'assistance à la Grèce dans le cadre de sa participation à la task force mise en place par la Troïka, entre parenthèses, Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international. Voilà. Donc là, on a la totale. Voilà, Troïka, quoi. Alors, je dois continuer la lecture. Je sais que ça va être douloureux pour des gens qui se réclament de François Asselineau, et puis pour François Asselineau lui-même, mais j'y peux rien. Il faut voir quand même la tartufferie de ces gens-là, qui nous font des leçons de morale à longueur de temps, en inventant et en disant des mensonges en plus, mais voilà, ils payés par l'oligarchie, qui dénonce lui-même. Bon. Alors, toujours dans ce rapport, je cite « L'implication dans l'assistance européenne à la Grèce, marquée par la poursuite de la crise de l'euro et la réflexion sur l'évolution des crises européennes, l'année 2013 a été celle d'un engagement sans précédent de l'IGF dans l'assistance à la conduite des politiques économiques et financières de l'Union européenne. » Waouh. Oh, pauvre François Asselineau. Donc ça, il a accepté, c'est plus une couleuvre là qu'il avale, c'est un boa entier, c'est des camions entiers de boa. Là, l'Union européenne, ouais, super, on va en bouffer. D'ailleurs, sur ce rapport d'activité, là, vous trouvez une belle photo de Pascal Lamy, donc, que j'ai cité tout à l'heure, ancien directeur du FMI, qui vient faire des conférences à l'IGF. Et puis vous trouvez, je vais y revenir, une belle photo de Christine Lagarde, directrice actuelle du FMI. Bon. Enfin, je continue là, n'allons pas trop vite en besogne. Dans le cadre de l'assistance technique européenne à la Grèce dans le domaine de la réforme des administrations publiques, dont la coordination a été confiée à Pierre Lepetit, inspecteur général des finances, l'IGF a mené à Athènes en 2013 3 missions d'accompagnement de l'évaluation et de la réforme du ministère des Finances grec. Voilà, ce travail, alors là, c'est pas Goldman Sachs, à ma connaissance. C'est l'IGF, dont fait partie François Asselineau. Alors, les Asseliniens et puis les Hypériens et tout ce que vous voulez, il va falloir revoir un peu vos cartographies, là, parce qu'elle ne figure jamais l'IGF dedans. Pourtant, elle est au cœur de tout ça. Les Goldman Sachs, ils ont été là un peu au début pour ramasser un maximum de fric, mais après, qui gère l'IGF? Alors, ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec les représentants du FMI voilà, et de la task force de la Commission européenne, dont sont membres 2 inspecteurs des finances. Voilà, c'est pas François Asselineau, parce que alors, ça aurait été quand même trop énorme, Cécilia Berthaud et Claude Wendling. Voilà, je ne vais pas écorcher leur nom. Je continue. Alors, les missions d'audit et de formation du Fonds monétaire international. Intéressant, donc la relation là, elle est carrément intriquée. L'IGF a participé en 2013 à 4 missions d'audit et de formation pour le compte du FMI. Voilà. Donc l'IGF, François Asselineau, travaille pour le FMI. Intéressant. Donc là, je vous mets la superbe photo de Christine, directrice générale du FMI. Et donc plus loin, on lit, en mai,
2013, l'IGF a assuré pour le compte du FMI et de l'Union européenne une mission d'assistance au ministère de l'économie et des finances du Togo. Là, on comprend mieux peut-être les liens de François Asselineau avec la francophonie. Dans ce cadre, l'IGF a réalisé un audit de la chaîne de dépenses publiques dans toutes ses étapes et a proposé des mesures de réingénierie destinées à améliorer par une utilisation optimisée de la dématérialisation les taux d'exécution des crédits, la sécurisation et la fluidité des opérations financières publiques. Alors ça, quelqu'un comme Tepa, par exemple, bon, qui ne vient pas du Togo, qui n'est pas originaire du Togo, mais qui est originaire du Gabon, pour eux, c'est du néocolonialisme. Alors, bon, il a milité pour l'UPR suffisamment longtemps pour que ça ait de l'écho en lui, ce que je viens de lui dire. Alors, je m'arrête là dans la lecture de ce rapport, parce que je pense que tout est dit, mais il faut quand même... alors là, je vous renvoie à un livre de Ghislaine Ottenheimer sur l'inspection générale des finances, parce qu'on en parle très peu dans les médias, elle-même n'avait pas été invitée, à ma connaissance, dans les médias pour en parler. Donc c'était un livre qui s'appelait Les Intouchables, grandeur et décadence d'une caste, l'inspection des finances. Alors je ne vais pas vous lire... je ne vais pas vous lire le quatrième de couverture, mais enfin, c'est toujours intéressant. Donc c'était un livre qui était sorti en 2004 et elle listait la série de faillites Crédit Lyonnais, Vivendi, France Télécom, Alstom. Des milliards et des milliards ont été dilapidés en toute impunité. Qui sont les inspecteurs des finances, etc. Voilà. Qu'est-il arrivé à ce corps qui a longtemps fait la force de l'État colbertiste et la fierté de la France? Même ça, je ne sais pas. Pourquoi les a-t-on laissés faire? Voilà, alors pourquoi ces gens-là, surtout, dirigent l'économie, une grande partie des entreprises du CAC 40 et des... Voilà, il faut regarder qui sont les dirigeants. Vous regardez la plupart des banques françaises. Ça, c'est Olivier Berruyer qui en parlait sur son site Les Crises. La plupart des dirigeants sont énarques, voire inspecteurs des finances. Je vous en ai cité un certain nombre tout à l'heure. Et puis, elle concluait sa quatrième de couverture, Ghislaine Ottenheimer, en disant « Un voyage au cœur du pouvoir ». Bah oui, il est là le pouvoir, il n'est pas... je ne sais pas où, à l'Union européenne, je ne sais pas quoi. Il est déjà là, on est en France, là. Mais ça, c'est vrai. Imaginez, c'était la stratégie des dirigeants communistes. Ah non, non, nous, on est des dissidents révolutionnaires, hein, bien sûr. Regardez Gérard Filoche, membre du bureau national du PS. On ne peut pas faire plus au cœur de l'oligarchie. Bah, lui, il dit, Cahuzac, là, quel salaud, hein. Nous, au PS, on ne doit pas être comme ça, etc. Mais c'est toi, mon coco, qui est au PS. Désolé, Cahuzac, qui fait partie de ton bureau. Donc, ces gens-là n'ont de cesse de se faire passer pour des doux agneaux, alors que ce sont eux qui dirigent. Ce sont leurs idées qui sont au pouvoir. Mais il vaut mieux, effectivement, montrer quelqu'un d'autre pour dévier la colère du peuple. C'est clair. Alors, maintenant, on en vient au salaire. Eh oui. Parce que ce cher Asselineau, donc j'en ai dit deux mots tout à l'heure, combien touche un inspecteur général des finances? Sachant que c'est la crème de Bercy. Bon. Alors, vous avez quelqu'un qui s'appelle Sylvain Baron, donc un marxiste, ancien militant de l'UPR, qui s'est fendu d'un communiqué un jour, parce qu'il en avait marre d'Asselineau qui se prend vraiment pour Dieu le Père, comme j'avais pu le remarquer dès 2007, donc ça n'a pas changé apparemment. Alors voilà ce que dit Sylvain Baron. Les caisses de l'UPR, au moment où Éric Marie, ancien délégué national au militantisme, fut évincé de ce parti politique, étaient abondées de plus de 100 000 euros, selon ses dires, lorsque je l'avais interrogé à ce sujet. François Asselineau lui-même dispose d'un salaire qui, avec ses indemnités, est vraisemblablement supérieur à 10 000 euros par mois. Voilà. Ce qui, pour la plupart des résistants réellement motivés, suffirait à satisfaire plus que largement leurs nécessités militantes. C'est moins qu'on puisse dire. Alors, dans le Figaro du 28 février 2011, voilà ce qu'on pouvait lire. C'est ainsi qu'on sait à peu près qu'un inspecteur des finances débute à 3 700 euros par mois et qu'avec l'ancienneté et les primes, qui doublent son traitement, il dépasse largement les 100 000 euros bruts par an quand il est inspecteur général. Et donc, il faut ajouter à cela son salaire de professeur au pôle Léonard de Vinci, et puis peut-être le salaire qu'il recevait avec son jeton de présence à l'IHEDN. Il faudrait qu'il nous dise. Donc là, moi je lance un message à Asselineau, puisqu'il aime la transparence et qu'il aime dire qu'il est à 6 718
adhérents ou je ne sais pas combien, puis 6719, là, ça a changé déjà, qui joue la transparence aussi. Alors combien gagne M. Asselineau qui nous publie sa liste, puisque c'est notre argent. Alors je vais y venir après, parce que moi il se trouve que personnellement, en tant que chef d'entreprise, je paye M. Asselineau directement. Je vais même en parler maintenant. Là, on a reçu en décembre tous les chefs d'entreprise de France, petits et grands. Moi je suis un petit, il y a des grands aussi. J'en parlais même avec ma coiffeuse qui a reçu le même. On a reçu un prélèvement de la DGFiP, donc ministère des Finances, auquel appartient M. Asselineau, la Direction Générale des Finances. On a reçu ce prélèvement. Alors, pour Enquête et Débat, c'est 150 €, voilà, ce qui est énorme pour nous, évidemment. Et pour Tatami, les éditions que je dirige, 250 €. Voilà. Et ma coiffeuse, plus de 500 €. Bon. Et alors, tout cet argent-là, il va où, à votre avis? Il ne va pas aux États-Unis, il ne va pas à l'Union européenne, etc. Il va à l'inspection générale des finances pour payer le salaire mirobolant de tous ces bras cassés qui sont payés à ne rien faire, comme François Asselineau, puisque, alors là, il faudrait quand même qu'on m'explique comment François Asselineau parvient à faire toutes ces activités tout en ayant un poste très important, 10 000 € par mois ou plus à l'inspection générale des finances. Mais ça, on va y venir, parce que, évidemment, la réponse est dans la question. Mais avant d'y venir, je pose quand même une question. Est-ce que François Asselineau est en règle? Voilà. Moi, je n'ai pas une volonté de délateur, c'est pas mon genre, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a une contradiction apparente entre le fait de diriger un parti comme l'UPR, n'importe quel parti, de prêcher la bonne parole, y compris dans l'école pour laquelle on est embauché pour faire autre chose, a priori, et le fait d'appartenir à l'inspection générale des finances. Alors je lis, dans le rapport d'activité de l'inspection générale des finances de 2013, le même que tout à l'heure, il est écrit, dès 2009, le service a adopté une charte de déontologie permettant de mettre plus particulièrement en relief les exigences s'imposant aux inspecteurs du fait des fonctions qu'ils exercent. Cette charte vise à préciser et éclairer certains devoirs déontologiques généraux, notamment le respect des règles méthodologiques, qui permet d'atteindre le plus haut niveau d'indépendance, d'objectivité et de confidentialité dans les travaux, la déclaration d'intérêt susceptible de faire obstacle à l'exercice serein des fonctions, le respect absolu des règles résultant des textes et de la jurisprudence, obligation de neutralité, d'impartialité, de désintéressement, de loyauté, de respect du devoir de réserve, de discrétion et de dévouement. Ça, je suis désolé, l'UPR, elle n'est pas neutre. Voilà. Elle a une ligne politique très claire qui est antagonique au possible avec celle de l'IGF, donc déjà une contradiction fondamentale, et donc, a priori, François Asselineau, là, n'est pas en règle avec la propre déontologie de cette inspection générale des finances. Mais apparemment, ça passe. Donc, M. Asselineau, il ne parle jamais. Il dénonce beaucoup de choses. Alors ça, dans ses conférences, il en dénonce des choses, puis dans ses vidéos, puis dans ses prises de parole publiques, médiatiques. Il dénonce beaucoup de choses, mais il dénonce jamais le fait qu'on verse tant et plus d'argent à des gens qui ne font rien. Et alors là, des placards dorés, moi je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'on en avait parlé à l'époque, en 2007, et il nous disait qu'il était dans un placard doré. C'est-à-dire qu'il était payé à ne rien faire et que son salaire tombait tous les mois tranquillement et qu'il pouvait vaquer à ses occupations et qu'on ne lui disait rien. Alors, ça se confirme dans un article de Challenge du 25 avril 2013 de Thierry Fabre, dans lequel il est dit « À Bercy, l'inspection générale des finances IGF, le corps de contrôle d'élite de l'État, occupe tout un couloir au 8e étage du bâtiment Colbert. Les jeunes inspecteurs tout juste sortis de l'ENA l'appellent ironiquement l'étage médicalisé. Allusion à la quarantaine d'inspecteurs généraux des finances, 44, l'un des grades les plus prestigieux. Ils en ont assez de voir leurs aînés assoupis finir leur carrière dans un placard doré, avec un traitement, donc apparemment Asselineau n'est pas le seul, ces 44 là, avec un traitement confortable de 10 000 € par mois environ, donc ça se confirme. À part quelques-uns, ces cadres ne font presque rien. Officiellement, ils supervisent les rapports. En réalité, nous faisons tout le travail.
nous confie l'un de ces énarques révoltés, pointant certains généraux qui partent en week-end dès le mercredi soir. Et oui, et là, comment expliquer autrement le fait que François Asselineau ait pu faire toutes ces conférences, parce que vous imaginez bien que faire des conférences dans toute la France, ça coûte énormément d'argent. Alors peut-être il a mis une partie de son salaire, voire une grande partie de son salaire dans les billets de train, à moins qu'il ait des avantages. Là, il faudrait creuser, il faudrait enquêter, mais je ne peux pas tout faire. Parce que vous savez, quand vous êtes, par exemple, fonctionnaire à la SNCF, payez pas vos billets. Hein, et puis vos parents non plus, vos grands-parents non plus. Enfin, là aussi, c'est la mafia, c'est la même. Hein, c'est les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires. Donc ils s'arrangent entre eux. Quand vous faites partie de l'EDF, vous ne payez pas l'EDF, etc., etc. Alors lui, comment est-ce que François Asselineau a pu faire toutes ces conférences dans toute la France, y compris dans les dom-toms, etc. Pendant toutes ces années, surtout que je vous rappelle, au début, on était très, très peu nombreux. Moi, j'ai été à quelques-unes des conférences, on était 5, on était 10 maximum dans les tout débuts. Alors comment il faut tenir, et il a mis plusieurs années, il l'a dit d'ailleurs, il y a eu une accélération, je crois, la troisième ou la quatrième année. Mais pendant 3 ans, prêcher comme ça dans le désert, à 5 ou 10 mecs au fin fond de je sais pas quelle banlieue, de je sais pas quelle ville, ça coûte cher. Louer la salle, parce qu'au début vous n'avez pas d'adhérents, donc vous n'avez pas de... Donc ben voilà, c'est l'oligarchie en fait qui a payé François Asselineau et qui a fait ça pendant déjà 7 ans, qui fait ça depuis déjà 7 ans. Et alors il faut dire que François Asselineau il parle jamais non plus des privilèges de classe des fonctionnaires. Jamais. Quand il va aborder les syndicats, c'est pour dire mais ils appartiennent à la Confédération européenne des syndicats, ce qui est faux. C'est pas du tout leur appartenance. Ils appartiennent, la CGT, elle appartient à qui? Elle touche 800 millions d'euros par an uniquement grâce à EDF. Vous n'avez jamais entendu François Asselineau en parler. Au contraire, lui, il est très content. Donc entre la Confédération européenne des syndicats qui n'a aucun poids et rien que cette mesure-là et toutes les autres, hein, je vous renvoie au rapport censuré de François Perruchot sur le financement des syndicats. Vous avez 17 000 mis à disposition pour les syndicats, ce qui représente plus d'1 milliard d'euros. Donc des gens qui sont payés à ne rien faire non plus, à aller dans les manifs, à bloquer la France et à buller, voire à aller dans les ministères, comme me l'avait dit Pierre Cassin, ancien ouvrier du livre CGT, 300 molosses comme ça, qui sont payés juste pour aller dans les ministères, mettre la pression quand les ministres ou leurs affidés veulent pas faire passer des lois qui ne sont pas favorables aux intérêts de la CGT. Voilà. Mais ça, Asselineau, ah non, bah non, on ne peut pas en parler. C'est ses copains, c'est sa caste. C'est l'oligarchie, il en fait partie. Donc il va vous parler tant et plus de liens plus ou moins brumeux entre je ne sais pas quel truc il y a 30 ans ou 50 ans. Mais là, Macron, par exemple, il va vous en parler, mais comme un young leader. Il ne va pas vous en parler comme un inspecteur général des finances. C'est beaucoup plus gênant, forcément. Voilà. Donc, moi, qui suis petit chef d'entreprise, et alors là, c'est intéressant de comparer aussi. Qui me finance? Mes lecteurs. Voilà. Les lecteurs de mes livres, les lecteurs des livres de la maison d'édition que je dirige, et que j'ai financé moi-même avec mon propre argent, voilà, que j'avais gagné avant dans le secteur privé. Et j'ai vendu ma maison et ma voiture pour financer mes activités. Ça ne tombe pas du ciel, donc il y a toujours de l'argent, mais d'où il vient cet argent? Cet argent, il oriente votre activité. Alors, ce qui est intéressant, c'est, voilà, si on était un adepte du complot comme Asselineau, et comme beaucoup de ses adeptes, on pourrait se dire, mais alors l'oligarchie, elle est très maligne. Elle lance là quelqu'un comme François Asselineau, elle ferme les yeux, parce que j'ai démontré qu'a priori, Asselineau n'est pas en règle avec sa déontologie. Donc, c'est forcément qu'on ferme les yeux sur son activité. Donc, c'est que ça ne dérange pas l'oligarchie, voire que ça l'arrange. D'avoir un des leurs, c'est à double sens, hein, c'est un leurre, effectivement. C'est-à-dire qu'on envoie Asselineau pour faire diversion de la véritable oligarchie et dire, oui, allez, vas-y, va dire que c'est les États-Unis, l'Union européenne, etc. Parce que là, comme ça, ils ne nous regarderont pas, nous. Et ça, c'est bien vu. Franchement, l'oligarchie, elle n'est pas bête. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est les faits. Donc François Asselineau, voilà, moi je pense, c'est ma thèse, que j'ai comprise maintenant, parce que c'est les faits qui parlent. Lui, il est mandaté par l'oligarchie pour orienter les Français dans une voie de garage. Parce qu'une fois de plus, alors on va le voir,
c'est faire diversion de la véritable oligarchie. Et Asselineau, c'est un fin connaisseur de la stratégie de la guerre de l'information. D'ailleurs, il se fend tous les ans, le 4 août, il se fend de papier sur il faut une nouvelle nuit du 4 août, il faut une nouvelle nuit du 4 août. Je sais pas, je vous y renvoie, tapez nouvelle nuit du 4 août, vous allez voir. Et alors, ce qu'il veut, lui, pour une nouvelle nuit du 4 août, vous savez que cette nuit du 4 août, c'était quand on a aboli les privilèges seigneuriaux et féodaux. Voilà. Il y avait des gens qui étaient. S'il n'y avait pas l'égalité en droit, voilà. Il y avait des gens qui naissaient, parce que c'était par naissance, naissaient seigneurs, et puis d'autres qui naissaient serfs, ou en tout cas, ils bossaient pour eux, quoi. Donc ils avaient des impôts, tant et plus. Alors c'est marrant, parce que c'est un peu la même situation qu'aujourd'hui. Mais pas pour Asselineau, non, non. Lui, il dit il faut l'égalité de tous devant l'impôt, qui est largement bafouée par les évasions fiscales. Elle n'est pas bafouée parce que les fonctionnaires ont tant et plus d'avantages sur les gens du privé. Ah non, elle est bafouée parce qu'il y a l'évasion fiscale. Bon. Alors, ça c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il dit? Il va interdire l'évasion fiscale. Il va interdire à des gens d'investir à l'étranger. Ça s'appelle le communisme. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il faut une nouvelle nuit du 4 août pour l'égalité de tous devant la retraite, la maladie ou la mort, qui est également largement bafouée, du fait des conditions de vie et de travail par trop différentes. Alors ça, il faut bien se mettre dans la tête que Asselineau veut que tout le monde vive de la même manière, avec des conditions de vie équivalentes, qui meurent au même moment, enfin j'en sais rien. C'est du délire, c'est le communisme, voilà, c'est l'égalitarisme absolu. Alors qu'il y a bien une inégalité des retraites, mais c'est celle des fonctionnaires, où ils partent plus tôt que les gens du privé, ils sont payés plus, plus que les gens du privé, ils ont tout un tas d'avantages, ils peuvent faire de la retraite par capitalisation, avec le préfonds retraite, alors que les gens du privé, ils ne peuvent pas. C'est interdit. Voilà l'inégalité, elle est claire. Eh ben non. Pour Asselineau, c'est que les gens ne sont pas égaux comme il faut. Alors je continue. Il faut l'égalité de tous dans l'accès aux emplois publics ou aux médias, qui est victime du népotisme qui ravage la société française en accordant des privilèges indus ou des raccourcis de carrière à des jeunes qui n'ont comme seul mérite que d'être nés dans une famille fortunée ou célèbre. Alors moi j'ignorais que tous les privilèges dont bénéficient les gens de la RATP, de la SNCF, de l'EDF, dont on a parlé tout à l'heure, c'était des gens nés comme ça. Non, ils ont postulé pour devenir fonctionnaires, ils ont bénéficié de ça. Voilà. Et après, ils se sont arc-boutés dessus en manifestant, alors qu'ils ont l'avantage de l'emploi à vie, de tout un tas d'avantages. Là, je vous renvoie, je ne sais pas à quoi vous renvoyez d'ailleurs. Ben, vous allez sur la partie best-of du site Enquête et Débat. Vous cliquez et vous allez voir tous les avantages des fonctionnaires, entre autres. Bon. Mais ça, non. Ça ne parle pas. Bah, évidemment, il en est. Il ne va pas dénoncer ses propres avantages. C'est-à-dire, c'est là où je vais rejoindre pour une fois Étienne Chouard. Il ne faut pas demander aux gens qui nous dominent de nous dire qu'ils nous dominent et puis de nous dire qu'ils ont plein d'avantages et que nous, et que eux sont privilégiés et que nous, on n'est pas privilégiés. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous êtes François Asselineau, vous gagnez 10 000 euros net par mois depuis des années, parce qu'il faudrait voir les impôts qu'ils payent là-dessus, hein, c'est même pas sûr. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce gars-là, il veuille l'égalité, une meilleure égalité de revenus. Non, lui, il veut le communisme. Bon. Et là, c'est clair, l'égalité de tous les Français au sein de la République, qui est directement attaquée par la politique dite de l'Europe des régions, qui vise à démanteler l'unité, l'indivisibilité de la République française. Bon, franchement, il n'y a pas plus urgent que ça. Vous avez des gens aujourd'hui qui se suicident, qui tombent dans la dépression. Là, je parle des chefs d'entreprise et des salariés du privé, qui peuvent se faire virer du jour au lendemain, ou qui peuvent tout perdre, ce qu'ils ont investi de leur propre argent, ce qui n'arrivera jamais à un fonctionnaire. Jamais, jamais, jamais. Il n'investit aucunement son argent et il ne perd pas son emploi. Donc il ne peut rien lui arriver. Et ben, le chef d'entreprise, lui, il prend des risques, alors évidemment. Certains réussissent et deviennent riches. Et alors, c'est la moindre des choses, parce que la plupart, quand même, à cause de cette oligarchie et de ces fermiers généraux, moi je les appelle des fermiers généraux, les gens de l'IGF, et puis de Bercy et de tout ce système, de cette oppression fiscale-là. C'est vraiment les fermiers généraux modernes. Et ben, à cause de ça, là vous aurez le 12 janvier des milliers, voire des dizaines de milliers, on ne sait pas encore, de chefs d'entreprise qui vont défiler dans les rues de Paris pour contester et dénoncer les abus de cette oligarchie qui est là, en l'occurrence, ils ont ciblé sur le RSI,
qui est une des multiples tentacules de cette pieuvre marxiste qui nous oppresse tous, comme pendant la Révolution française. Moi je suis d'accord, il faut une nouvelle nuit du 4 août, mais pour virer les mecs comme Asselineau et surtout supprimer tous les statuts de fonctionnaires et tout ça, et des gens qui sont payés 10 000 euros, enfin, vous imaginez, on paye des gens, la France est exsangue, on est endetté tant et plus, mais voilà, vous voyez aussi l'intérêt de mettre en avant la loi de 73 en disant, alors que cette loi n'a rien changé, mais en disant, regardez, c'est parce qu'on ne peut plus emprunter à taux zéro à la Banque de France que, je sais pas quoi, il y a de la dette. C'est ce que font les États-Unis, la planche à billets, et puis ça ne les empêche pas de dénoncer par ailleurs la politique de planche à billets des États-Unis. Enfin, c'est complètement... c'est marxiste, quoi. Voilà, bon. Donc, pour conclure, parce que là, je pense que j'ai apporté un certain nombre d'arguments qui vont toujours dans le même sens, mais je suis désolé, les faits sont les faits. Donc, si vous êtes intéressé par les faits, Asselineau vous montre des faits, ben moi je vous ai montré d'autres faits. Donc, voilà. Après, faites-vous votre examen de conscience, et puis voyez si c'est vraiment pour Asselineau qu'il faut que vous militiez, donc pour l'oligarchie, ou bien s'il n'y a pas un autre chemin, qui est le chemin de l'insoumission que je prône pour ma part. Voilà, merci d'avoir suivi ce JT Intelligent, et à bientôt pour une nouvelle édition.